Ça fait 60 ans que je suis là. Avant, j'étais à Paris. La ville de Paris a proposé à mon mari un logement à Gentilly en 58 dans les 10 étages de Frileuse. Mais comme il travaillait à Paris, il a refusé. Un an après, on lui repropose un appartement au Chap en lui disant qu'il pouvait refuser, mais que la prochaine fois, ce serait hors lit ou... Mes enfants, ils ne connaissaient pas les toilettes. Je me souviens. Ils avaient peur du bruit de la chasse d'eau. Moi, je connaissais déjà à Paris. Mais pas la salle de bain, la douche, la baignoire sabot. La lessiveuse, c'était sur la gazinière. Mes parents, ils avaient 7 enfants. On était en location. L'hiver, on louait 2 pièces, une seule l'été parce que l'autre était louée à des touristes. Il y avait une citerne, pas les toilettes, la douche dans une bassine en zinc. Du coup, l'été, on avait un petit truc dehors et plus loin un potager. Mon père a fait la reconstruction de Saint-Nazaire. Quand ça a été fini, on est venu à Paris. On avait un oncle, conseiller municipal à Arcueil, qui avait dit « Venez ici, on construit des logements sociaux ». Quand on est arrivé, c'était le château, un F5. On était 3 dans une chambre, 2 et 2 dans les autres, et dans le salon, les parents. Après, on a fait connaissance avec des voisins. Vous savez pas ce que c'était des voisins dans notre village. J'ai quitté l'appart quand je me suis mariée. On a loué un tout petit pavillon chez des particuliers. Le pavillon, j'ai pas kiffé du tout. Tu te sens seul, faut s'occuper du chauffage soi-même, du jardin aussi. Un pavillon, c'est pas pareil qu'habiter une cité. Au début, la Vache Noire, c'était pas comme ça, c'était des briques. Je croyais même que c'était une prison. Je vous avoue que quand je suis venue ici, j'ai énormément déprimé. Pendant un temps, je sortais pas. Pourtant, j'étais très bien accueillie par Opalie, les gardiens à l'époque. Faut dire que l'endroit où j'habitais à Pantin, c'était très animé. Ma famille avait beau me dire « C'est sympa ici, t'as tout à côté, les Hauts-de-Seine, Paris », jusqu'à ce que petit à petit, je commence à sortir. Après, j'ai atterri au Chap. Gentilly, c'est un hasard. J'étais gardien pour un bailleur privé à Créteil. J'étais très mal payé, je voulais changer. On m'a proposé Sceaux, j'ai vu, et j'ai pas voulu habiter là. On m'a proposé Gentilly. Ça correspondait plus à mon idée de la petite banlieue. Créteil, c'est la vraie banlieue. Il y a une vraie délinquance, une université. Gentilly, ici, c'est la petite banlieue très dynamique, industrielle. Les gens se connaissent. Il y a un esprit village, d'entraide, de solidarité. Même si c'est un petit peu moins qu'avant. Quand j'ai rencontré le père de mon fils, il m'a dit « Ah bon, t'as fait une demande? Mais c'est quoi un HLM ?» On a eu un F2 à la Reine Blanche. J'ai découvert le chien qui fait dans les escaliers, l'incivilité, la saleté. Je ne connaissais pas. Pourquoi on prend soin quand c'est chez soi et pas quand c'est collectif? Alors que c'est une chance, on devrait avoir de la reconnaissance. Pour lui, c'était normal. On nous en donnait jamais assez. L'office en faisait jamais assez. Voilà. 5 personnes, 5 ressentis différents, nourris de désir, d'appréhension, de clichés, d'espoir. C'est intime, les ressentis, c'est personnel, ça dépend d'où on vient, comment on est arrivé dans ces HLM. Des histoires parmi toutes celles qu'on a recueillies pendant l'été 2019, des histoires d'habitants, d'habitantes surtout, de nos HLM d'Arcueil et de Gentilly. Ici, à PVC, ils ont créé 2 bâtiments pour loger ceux de la Villa Mélanie, les MNOP. C'était du logement provisoire, mais on avait une maison en dur. Quand on est arrivé, les gens des autres bâtiments, ceux en briques rouges, ils avaient peur. Après, l'objectif, l'aboutissement, c'était un logement dans les rouges. C'était plus confortable, plus grand. Il y a toujours des balcons en pierre, du standing, plus de placards, plus d'arbres. À MNOP, les logements étaient plus petits, les financements étaient plus les mêmes. Un F3 fait 62 mètres carrés dans les rouges, 41 mètres carrés seulement à MNOP. Mon mari habitait à Arcueil à PVC avec sa mère. On s'est rencontrés au bal du 14 juillet. Je lui disais, j'irai jamais à Arcueil. Nous, à Clichy, on avait un beau café. On a été expropriés à cause de la construction du périph'. Alors, ils ont loué un café en 58 à Arcueil. À nouveau expropriés pour les reconstructions. Quand on est arrivé à PVC, ceux d'en face de la villa, ils balançaient des trucs par la fenêtre. C'était pire qu'aujourd'hui. Et puis on a été aux Irlandais. On faisait beaucoup de fiesta, dans tout l'escalier, avec Dédé Crapez et les autres. Ici, à Clément-Ader, j'ai un F2 de 56 mètres carrés. Ils ont tout refait. La douche, l'appart, il est calme. Mais bon, j'aimais bien les Irlandais.
Je suis restée 5 ans avant d'obtenir un HLM, un F2 au Chap. Ma fille dormait avec moi dans le même lit, jusqu'à ce qu'elle parte à 18 ans. Il y avait une baignoire sabot et une toute petite cuisine. Il y avait un beau balcon qui donnait derrière, que j'ai toujours fleuri. Madeleine Lehaut-Fernandez, vous êtes spécialiste d'histoire sociale et locale, vous connaissez bien nos villes, alors comment elles se sont transformées ? Alors elles se sont transformées d'une certaine manière lentement et en même temps relativement rapidement. Lentement dans le sens où elles sont restées pendant très longtemps des villes rurales, mais relativement rapidement parce qu'elles ont eu depuis très longtemps des industries qui leur étaient propres, notamment par la Bièvre, qui a suscité un certain nombre d'industries, comme celles qui étaient liées au cuir ou à la blanchisserie. Mais aussi, depuis le XIIIe siècle, nous avons des carrières, des exploitations du sous-sol avec des carrières de pierre à bâtir qui sont très importantes et qui donc vont faire venir un certain nombre d'ouvriers, et plus encore à partir de la fin du XIXe siècle, lorsque l'industrie plus lourde, je dirais, va se développer en région parisienne, c'est-à-dire les industries liées à l'alimentation, l'industrie pharmaceutique, la métallurgie. Donc là, ça va créer un bassin d'emploi important et la population rurale va venir en Île-de-France en général, en région parisienne en général, et Arcueil et Gentilly en particulier, où un certain nombre de ces entreprises sont implantées. Ensuite, les deux guerres, donc ces populations, il faut les loger, hein. Elles arrivent, sont de villes rurales où il y a peu de logements, il faut construire. On va construire des immeubles qui vont très vite être vétustes parce qu'ils sont construits avec des résidus des carrières. Donc ces gens vont se loger dans des endroits qui, pratiquement dès leur construction, sont des taudis. Quand les deux guerres vont être passées, il va y avoir des destructions d'immeubles, ce qui va encore aggraver évidemment la situation, et avec la reconstruction, on est dans une situation très compliquée sur Arcueil et Gentilly où les taudis se sont vraiment multipliés. Justement, tous ces nouveaux arrivants, il faut bien les loger. Comment vont être pensées par les politiques peut-être toutes ces questions du logement, d'un logement social qui va aboutir après ensuite à nos HLM ? Alors en fait, ce ne sont pas les politiques qui vont penser en premier à loger les ouvriers, la pensée n'est pas politique, la démarche n'est pas politique, elle est plutôt philanthropique. On va le voir avec les grands patrons qui vont faire construire des cités patronales, les mines, dans les mines vous avez les corons, etc., les cités industrielles. Ensuite, ce sont les philanthropes privés avec la fondation Le Baudy, la fondation Rothschild, qui va construire en fait l'ancêtre des HBM. Et une première loi, en 1894, va commencer à parler de logement social et va définir les premiers HBM. Ensuite, progressivement, tout cela va s'organiser d'une manière plus ou moins publique, privée, etc., avec la construction de cités-jardins. Et donc ces premiers logements sociaux vont se développer et ensuite seulement vont arriver les premiers HBM avec la création de la société d'HBM de la Seine. Et puis surtout lorsque Sellier va arriver comme maire de Suresnes et surtout conseiller de la Seine, il va développer ces cités-jardins puisqu'il va en faire construire 15 autour de Paris, et ça va être l'ancêtre des premiers, pas premières cités d'HBM, mais enfin c'est un peu quand même les premiers logements sociaux. Ensuite, vous allez avoir les vraies réalisations d'HBM parce que malgré ces premiers balbutiements, vous avez les taudifications qui se multiplient. Alors, qu'est-ce qu'on entend par taudis ? On entend par taudis des maisons qui sont, aujourd'hui on dirait des bidonvilles, c'est-à-dire ce sont des maisons qui sont construites avec des matériaux de récupération. Vous en aviez à Gentilly, vous aviez ce qui est aujourd'hui la cité Victor Hugo, qui n'est pas une cité d'Opalie, mais qui est une cité d'HLM. C'était des lotissements qui avaient été faits comme ça, avec des matériaux de récupération. Il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas d'évacuation, les toilettes étaient dans le fond du jardin. Il y avait bien évidemment la Villa Mélanie à Arcueil qui est restée célèbre dans toutes les mémoires, avec une seule pompe à eau, une seule fontaine pour l'ensemble de ce bidonville. On peut dire que c'était des bidonvilles. Et donc tous ces taudis vont
vont proliférer dans les deux villes. Et nos habitants, nos anciens, qu'ont-ils connu, comment ont-ils vécu ces histoires aux prémices du logement social? Mes parents, de Gentilly. Ma grand-mère, de Gentilly. Nous avons connu Gentilly sans les immeubles. Il y avait 2 fermes. Les chèvres, ma mère m'envoyait chercher du lait. Avant qu'il y ait le périphérique, il y avait de l'herbe pour les lapins. Je courais pour aller voir la Bièvre. Ma mère me disait de ralentir, mais je voulais voir la couleur de l'eau. Avec les tanneries le long de la rivière, ça changeait tout le temps. Quand ils ont fait les immeubles au 162, là, j'ai eu l'eau courante chez nous. Je suis née en 46 à la cité Jardin à Cachan. Ça dépendait de l'office de la Seine. Il y avait des petites maisons avec un joli perron. Et des un peu plus grandes. Les WC à l'intérieur, mais pas de salle d'eau, pas de chauffage, juste un gros poêle en bas. L'hiver, il y avait de la glace sur les vitres. En arrière, un jardin, avec une cabane pour les poules, les lapins, le potager. Oh, c'était génial pour la nourriture, pour les voisins. Papa travaillait dans les champs en Italie. Moi, je suis née là-bas. Il est venu en 46 pour travailler dans les mines de fer de Lorraine. Mon mari aussi travaillait dans les mines de fer. La mine nous donnait des maisons d'1 à 3 étages, comme les corons dans le nord, avec des petits bouts de jardin derrière. Nous, on était à 9 dans un 6 pièces. C'était gratuit, plus le charbon fourni pour l'hiver. Mais c'était dur, la mine. Ils pouvaient bien nous donner un logement. Les mines ont fermé et on est arrivé ici en 68. J'habitais un petit immeuble, c'était des familles nombreuses. Elles n'avaient que 2 pièces. On mettait des lits cages. On avait 4 enfants, plus un qu'on avait adopté pour pas qu'il aille à la DAS. On avait une grande cour avec des poules, une buanderie et les WC dans la cour. On n'en est pas morte. On était propres et on allait danser. Je suis née à la campagne, mais je suis partie pour le Belgrade à 16 ans. Je suis arrivée en France, ça fait 53 ans. Mon pays, c'est ici. Là-bas, il n'y a que la famille, pas les copines. Je suis arrivée à Arcueil en 72, rue Montmort, dans le F3. Il n'y avait pas de chauffage, pas d'eau chaude, les toilettes sur le palier. À 10 heures, plus de lumière dans les escaliers. J'ai monté 10 litres de bidon de mazout à pied. Quand la ville, ils ont racheté le terrain pour démolir 6 ans après, ils m'ont proposé le logement au Chap, et voilà. Ma grand-mère était de Gentilly. Mes parents y sont revenus en 54, j'avais 7 ans. Nous étions une grande famille avec plein d'enfants. On jouait ensemble près d'une ancienne tannerie. Il n'y avait pas de commodité. Le linge séchait sur le palier. En 62, j'avais 15 ans. On a eu un appartement dans les 10 étages de Frileuse, avec des toilettes, une salle de bain et fini le poêle à charbon. J'habitais dans le 20e, les HBM de la ceinture de Paris. J'ai le souvenir vague de la zone autour. En HBM, il n'y avait pas de douche, pas de chauffage. C'est mon père qui les a installés. Assise dans un F3, c'était pas grave de partager la même chambre. Les parents couchaient dans le salon. À 22 ans, j'étais amoureuse. Mes parents m'ont dit « dégage, si tu veux te marier avec lui ». Je l'aimais, alors on est partis. On a vécu dans les baraques, dans les bidonvilles, avec mon mari pendant 5 ans, puis on s'est installé au Chaperon Vert. Moi, je suis né à Oran. J'y suis resté jusqu'à 20 ans. On était des pieds noirs. J'ai passé le concours des ponts et chaussées. J'ai eu un poste dans le Sahara. C'était une période de guérilla. Je suis revenu chez mes parents. Les gendarmes m'ont mis sur le train pour Alger. Puis Marseille, Dinan, Rennes, puis en HLM à Maison Lafitte, à Gentilly. Il y a eu une permutation pour les ingénieurs des ponts et chaussées. Comme je travaillais à Arcueil, j'ai fini par avoir un appart aux Irlandais en 65. Mes parents étaient à la Villa Mélanie. C'était des gens qui avaient fait la guerre et qu'on avait fait venir pour la reconstruction. Ma mère habitait Cachan avant, dans un petit pavillon. Alors, la Villa Mélanie, les baraques, ça lui faisait peur. La Villa Mélanie, je me rappelle, les champs de coquelicots. Il y avait beaucoup de jardins. On mangeait nos légumes, on n'était pas à plaindre. On n'avait pas d'eau. Il n'y avait que la fontaine en bas. Tout le monde allait chercher l'eau. Quand c'était l'hiver, c'était gelé. On n'avait plus d'eau. C'était absurde, mais enfin, on y arrivait quand même. J'en vois même plus des coquelicots maintenant. J'étais tout môme à la Villa Mélanie. Nous, on était heureux. On avait l'insouciance. Mais les parents... C'est surtout chapeau à nos parents qu'il faut dire.
On était 5 enfants. On avait plusieurs cabanes, une cave, des WC au fond du terrain. Sans le tout à l'égout, bien sûr. Des fois, il y avait le feu. Le temps que les pompiers arrivent à la cabane, elle était cramée. Mon père bossait dans une tannerie à Montrouge, mais la plupart bossaient dans le bâtiment. Alors dans les 8-10 jours, la cabane était reconstruite. Jamais j'ai retrouvé une solidarité pareille. C'était cosmopolite, arméniens, italiens, polonais, portugais, espagnols, des Russes blancs, quelques familles maghrébines ou juives, dont moi. Ma grand-mère est d'origine juive. Il y avait aussi des Français qui partageaient la même misère. Nous les gosses, on était les rois. On était mal habillés, mais on n'a jamais manqué de rien. On avait une sale réputation. Un jour, on est tombé sur un prof, il avait fait venir le directeur, il lui avait dit voilà des mômes, ça fait 3 ans qu'ils sont à l'école et ils savent ni lire ni écrire, je vais vous prouver qu'ils sont pas plus bêtes que les autres. Et il nous a appris à lire et à écrire. On était même au tableau d'honneur. Je me souviens, Émile Bougard, il avait dit je vous promets, on va détruire tous les taudis, on vous relogera dans les logements corrects. Et il l'a fait. Le logement social, ça sert de tremplin à tout le monde. Il faut se battre pour le préserver. Ce sont les premiers héros de cette histoire, de la création de l'office de HLM. Comment elle s'est faite justement cette histoire? Alors cette histoire, en fait, elle s'est faite dès 1935, date à laquelle les élections municipales, 1935, les élections municipales, et les 2 villes se donnent un maire communiste. Marius Sidobre à Arcueil, Georges Beaugrand à Gentilly. Et là, on va commencer à se pencher sur le problème des taudis. Arcueil et Gentilly sont les 2 villes de la Seine qui ont le plus fort taux de mortalité par la tuberculose. Or, Émile Bougard va avoir une sœur qui va mourir de la tuberculose, ce qui fait qu'il va être très sensibilisé à ce problème. Et il va être le premier à construire un plan pour réaménager la ville. La guerre arrive et à la libération, Marius Sidobre à Arcueil, Charles Frérot devient le maire de Gentilly et l'un comme l'autre, mais dans un premier temps, chacun de leur côté, ils vont penser à peut-être construire des logements pour loger tous ces gens qui sont dans des taudis et qui n'arrivent plus, qui continuent à arriver et qu'on n'arrive plus à loger. La première idée, ça va être, pour l'un comme pour l'autre, pour Arcueil comme pour Gentilly, de faire une réserve foncière au lieu dit le Chaperon Vert. Or, ce terrain du Chaperon Vert est à cheval sur les 2 communes. Lorsqu'ils s'aperçoivent qu'ils sont sur la même longueur d'onde, pardonnez-moi cette expression un peu triviale, mais ils vont se dire, mais pourquoi pas unir nos forces ? Et ça va être d'autant plus important d'unir leurs forces que les choses ne vont pas être simples parce que ces terrains du Chaperon Vert, justement parce qu'ils sont peu construits, vont être dans le point de mire d'énormément de personnes, notamment l'État, qui veut faire arriver une autoroute du Sud qui rentrerait dans Paris par le Sud, et puis la ville de Paris qui veut agrandir la cité universitaire. Donc en attendant que soient réglés les problèmes avec la cité universitaire pour que l'on puisse commencer à mettre en place le projet du Chaperon Vert, l'office d'HBM, donc d'habitation à bon marché, qui a été créé en 1949, va commencer à construire malgré tout ses premières cités. Donc la première cité à être construite, c'est Paul Vaillant-Couturier. Puis viendront la cité du Cherchefeuille, les Irlandais, qui sont 3 cités construites indépendamment, mais qui forment un ensemble assez cohérent. Et puis Reine Blanche, Frileuse, Clément Ader, Raspail, toutes ces cités que l'on voit qui sont très marquées visuellement par la brique, sont construites à cette période. Sur toute cette histoire, avec l'équipe du TDN, on a continué à interroger les anciens élus de la ville, des villes, de l'office des HLM. Comment ils ont vécu, qu'est-ce qui les a marqués de ces batailles, de ces choix, des grands ensembles? L'office communal. La sagesse et la prescience d'avoir un office intercommunal. Le petit-fils de Marius Sidobre racontait que son grand-père, maire d'Arcueil, était très copain avec Albert Petit, maire de Bagneux. Il lui disait à peu près « Mais qu'est-ce que tu t'emmerdes à avoir un office communal ?» Ailleurs, il y avait des grands organismes liés à la Caisse des dépôts, par exemple. Ils n'ont pas eu la possibilité d'intervenir sur la construction, ni sur le relogement des gens. À Arcueil-Gentilly,
Les cités HLM sont construites au cœur de la ville, dans la ville. C'est peut-être pour ça qu'on a moins qu'ailleurs les soucis liés à la précarisation, à la pauvreté. Le logement social a été créé à une époque d'industrialisation. La vocation de la banlieue était d'ailleurs la population ouvrière. L'État a aidé à financer, principalement quand il a eu besoin de main-d'œuvre. Après, La différence principale entre Arcueil et Gentilly. Sur Arcueil, Opalie est le bailleur social. Sur Gentilly, c'est le plus gros bailleur. Mais on a autant de bailleurs privés en plus. C'est Émile Bougard qui avait choisi les briques. Il a bien fait, Bougard. Il s'est pas laissé influencer par les grands ensembles de la banlieue nord. C'est un social agréable. Comme élu, j'ai des souvenirs formidables. L'équipe en général. On avait en ligne de mire le social, l'humain. Mais on avait des méthodes plus jeunes. On entraînait les gens, on réclamait, on allait à la préfecture, on les entraînait. On n'entraîne plus les gens. On allait changer le monde, on y croyait. On était des croyants, un peu comme les autres croyants, mais plus actifs. Les briques rouges, on en a entendu. C'est monotone, répétitif. Il y a de la délinquance. Si on démolit, tout ira mieux. En fait, elles ont beaucoup mieux tenu que les logements des années 70. Le plus marquant, c'est ce qu'ont fait Frérot et Bougard, l'acquisition foncière qui permet le social qu'on a aujourd'hui. Acheter du foncier, c'était pas une pratique habituelle chez nous. Il n'y avait pas d'accord là-dessus chez les communistes. Le fait d'avoir acheté les terrains et construit nous-mêmes, c'était novateur. Ça donnait un cadre de vie moins mauvais qu'ailleurs. Ce cadre de vie, comment l'ont-ils vécu tous les habitants? Voilà pêle-mêle des souvenirs qui surgissent de leur vie d'avant, des « je me souviens ». Moi, mes 2 grands-parents étaient aux Irlandais. Ma grand-mère maternelle, elle est venue à Arcueil pour une histoire d'amour. Elle a rencontré mon grand-père sur le quai du métro. Elle est jamais repartie. Mes parents étaient aux Irlandais aussi. Mamie Lucette, Nounou, tous aux Irlandais. Depuis les années 60 jusqu'en 2000. Dans les briques rouges. On entend bien le voisin, la cuillère qui touille. Mes enfants sont nés ici, ils faisaient du roller sur la place du Chap. Mon mari faisait du foot ici, il a gagné la Coupe Cotin, 50 ans qu'il ne l'avait pas gagnée. Mon fils, il vient me voir tous les week-ends, il me demande comment je fais pour vivre ici. Mais j'ai tout à côté, pourquoi aller ailleurs que Gentilly? Le Chaperon Vert, ça portait bien son nom. C'était une sorte de petit village, des arbres partout, la route au milieu. On se parlait sur la place, dans les rues, avec les chiens. C'était des gens de province et les immigrés de la Villa Mélanie. Il y avait des murets, des jardinières, on s'asseyait, on discutait. Et nos élus, nos salariés de l'office, nos habitants engagés, certains y étaient dans ces anciens HLM. Au Chap, par exemple, comme ils disent. Pour moi, le Chap, c'est conçu de façon extraordinaire. Il n'y a pas de vis-à-vis, toujours des espaces entre 4 bâtiments. Les mamans, parfois les papas, pouvaient avoir l'œil sur nous quand on jouait dehors. L'école, c'était super important. C'était le rendez-vous des enfants du Chap. Avec les parents, à la sortie, on bisouillait tout le monde. Je me souviens, c'était la première génération d'Algériens logés parmi nous. C'était nouveau, mais on était ensemble. On les retrouve aujourd'hui, elles sont grand-mères aussi. Quand on arrivait, tu ne pouvais pas croire que de tels logements existaient. Bien isolés, bien chauffés, c'était l'aubaine, le Pérou, l'Élysée pour nous. Dans la cage d'escalier, il y avait 36 enfants. La solidarité! Si t'étais malade, le voisin venait frapper, faire les courses. Si tu faisais des bêtises, ton voisin te faisait la remarque. On était les gosses à tout le monde. C'est une chose qu'on ne retrouve plus. Le PC était beaucoup présent. Tout était prétexte aux fêtes, le carnaval, la fermeture des mines de Liévin. On avait accueilli des enfants de mineurs. Il y avait l'Union des femmes françaises, les Vaillants, ceux qui vendaient l'UMA, Femmes solidaires. De l'école des garçons, j'ai gardé la fresque. L'école était juste à côté, les parents venaient pas te chercher. Après, tu jouais au parc, on se connaissait tous, on descendait nos poupées, on s'organisait des jeux de billes, de maillets. Quand on était jeunes, on n'était pas des enfants de cœur. Les vieux, ils étaient sur les bancs jusqu'à 1h du matin. Ils occupaient le terrain. À l'époque, j'ai connu les gardiens assermentés. On jouait sur la pelouse, c'était interdit. On avait un avertissement, puis une amende. Il y avait une marchande de chaussures, de vêtements, un poissonnier, Nicolas, une boucherie chevaline, un traiteur charcutier, un marchand de couleurs, un tabac, la pharmacie, le coiffeur, plusieurs médecins. Il n'en reste plus qu'un.
Il n'y a pas qu'à la campagne. Les jeunes, on s'est vu grandir. Il y a des choses qui sont ancrées pour la vie. Nous, les enfants, on était très contents. On dormait dans la même chambre. Les F4, c'était pour les grandes familles seulement. Mes parents, ils étaient contents, c'était le luxe, c'était grandiose. Malgré la vie dure, le jeudi, il n'y avait pas d'école. On sortait nos pelles, nos pioches, on faisait des trous dans la terre battue. On construisait une cabane dans l'arbre. Une fortune est passée en clous à la quincaillerie d'à côté. La cabane, elle était dans le mûrier. C'était bien, on pouvait cueillir et manger les mûres sur l'arbre en juillet et en août. Et puis les années passent. Ils ont rasé le terrain vague où nous, on faisait la cabane. Ils ont dû nous reloger quand ils ont détruit la rue Raspail. Maman était veuve et bien contente de trouver ce logement. Pour nous, c'était le confort. On avait une salle de bain, un balcon, pas d'insalubrité, un espace vert à côté, mais pas d'eau chaude. Maman a dû acheter un chauffe-eau. C'est naturel tout ça aujourd'hui. Nous, les deux petites, on était dans la chambre. Mon frère dans le salon, mon autre sœur avec maman. On s'en plaignait pas. On avait des copains. On était une équipe du même âge dans l'escalier. Mais c'est vrai que chacun défendait son territoire d'un escalier à l'autre. Il y avait 220 logements à entretenir. Nettoyer dehors, les feuilles, sortir et laver les poubelles, les encombrants. Les escaliers et les halls, c'était une entreprise. Les encombrants aussi aujourd'hui. Pendant 5 jours par mois, je recevais les loyers, je faisais la comptabilité. Le monsieur des allocations venait chez nous. J'avais remarqué qu'il avait un pistolet. Il comptait les billets, les mettait dans les enveloppes. Et nous, on donnait les enveloppes aux locataires. On n'a jamais eu de problème. J'avais 30 ans, mon mari 33. On a passé là 17 ans. C'était un travail dur, quand on le faisait comme il faut. On a fait ça le mieux qu'on a pu. La cité était impeccable. Fallait pas aller sur les pelouses, hein. À l'époque, c'était interdit. Alors on faisait la chasse aux enfants. Pour le linge au balcon, on montait, on toquait, on disait gentiment. Si on criait, ça marchait pas. Mon mari, il a tellement rendu service, et gratuitement. On était trop gentils, même à 8h du soir, les locataires, ils venaient sonner, on ouvrait toujours. C'était de notre faute un peu, on n'aurait pas dû. On n'avait pas de vie de famille. Les gens qu'on croise, ils disent encore « Oh, Madame Ledoux !» On était très gâtés. Ils nous gâtaient au Nouvel An. Il y en avait un, il nous ramenait des roses de son jardin à la campagne. Ça fait chaud au cœur, ils étaient gentils. Je l'aimais bien, ma petite cité. Les années 70 arrivent, le logement social évolue, les constructions aussi. On est toujours dans le patrimoine brique ? Non, on n'est plus du tout dans le patrimoine brique, et pour plusieurs raisons. D'abord, ce qui est important dans les années 70, c'est la loi Barre en 1977, qui va supprimer l'aide à la pierre et la remplacer par l'aide à la personne. Au lieu de donner une subvention à l'organisme constructeur, on donne des aides aux locataires ou à la personne qui veut accéder à la propriété. Ce sont les APL, l'aide personnalisée au logement. Ça ne signifie pas qu'on ne donne plus d'aide aux organismes constructeurs, mais ça fonctionne complètement différemment. Il faut rentrer dans des critères, il faut faire des demandes extrêmement compliquées. Avec l'ANRU, on a des aides, mais c'est complètement différent. Puis, on est passé à une autre approche du confort. Avant, on avait l'eau sur l'évier, c'était génial. On avait une salle de bain avec une baignoire sabot, c'était génial. Dans les années 70, 80, on ne veut plus de ça. On veut des choses plus modernes, avec des pièces qui ont une dimension supérieure. Les pièces sont trop petites, on ne veut plus de pièces qui soient aussi petites. Donc on fait appel à des architectes plus jeunes, qui ont des idées, qui ont envie de rénover, de faire des choses plus dynamiques. Et on va avoir des choses qui vont être Arcueil avec... Auguste Delaune, Émile Zola, Lézy Hélène Raspail, qui ne sont plus du tout dans le patrimoine brique. Et puis dans les années 90 à Gentilly, la réorganisation du centre-ville avec des architectes différents. Tout le centre-ville est refait, mais avec des architectes différents. Donc des immeubles qui ne se ressemblent pas, qui sont tous complètement à l'image de l'architecte qui les a conçus. Et nous avons tout de même un ensemble avec du logement social, de l'accession à la propriété sociale et de l'accession à la propriété tout court. Mais nous n'avons plus de briques. Et nos élus, nos présidentes d'ailleurs surtout, qu'est-ce qu'ils ont dit de ces nouvelles batailles, de ces nouvelles constructions ? Nous, on est arrivés à l'époque de la désindustrialisation et les débuts de la spéculation immobilière.
les loyers qui grimpent, les familles modestes reléguées à 30-40 km de Paris, le chômage. Avec le droit aux APL, il les conditionnait à des conventions avec les offices et des augmentations de loyers à la clé. On a longtemps refusé les conventionnements sur le patrimoine ancien, mais on maintenait des loyers très très bas à la place. J'ai connu le 1% versé pour le logement par les entreprises, qui était de l'aide à la pierre, à la construction. On a pompé dedans pour faire de l'aide à la personne. On n'a pas construit plus. Les enjeux, c'était la construction, les prix des loyers, l'instruction des dossiers, les attributions. En tant qu'élu, c'était favoriser ce qu'on appelle le parcours résidentiel. Pouvoir déménager, au fur et à mesure des accidents et des progressions de la vie, à l'intérieur du parc de logements sociaux, sans quitter la ville. On était aussi présents avec la CNL, les amicales des locataires, pour garder les loyers bas, pour construire des logements sociaux. Les luttes importantes, les 10 briques pour l'office. On a fait des manifestations à la préfecture. À Arcueil et Gentilly, on emmenait 500-600 personnes dans les cars. Il y avait un grand contrôle sur notre office de HLM, de la mission du ministère du Logement, des offices publics d'HLM. Un contrôle financier avec un plan de redressement prévu, qui nous demandait de vendre du patrimoine. On a résisté. Il a fallu négocier pied à pied avec le soutien des maires. Il a fallu augmenter un peu les loyers. On est encore dans les moins chers de la région parisienne. On s'adressait aussi aux jeunes, on leur disait « Faites votre demande à 17 ans ». Il fallait une dizaine d'années pour avoir un logement. Il faut toujours de l'ancienneté. Sinon, quand vous êtes dans l'urgence, c'est trop tard. À la construction de Delaune et Zola, les bâtiments avaient tout de suite été classés par le fisc comme de luxe et les valeurs locatives calquées sur du privé, pas du social. Faut dire qu'il y avait de très bonnes normes d'isolation, d'ensoleillement, des éléments de confort. Les gens ont fait la grève des impôts. On les versait à la caisse des dépôts. Les impôts ont relancé une concertation pour recaler les bases locatives. Ça n'a jamais abouti. Le problème est toujours là. Faut dire qu'à Zola, par exemple, un logement dans le privé se loue 900 € par mois. Le moment de la cité de l'église aussi, ça a été important. Avec le débat sur la densification, on a fait pas trop de grands logements et plus d'espaces verts. Le parti pris des architectes, c'était on garde la rue Montmort, la plus ancienne rue d'Arcueil, et on construit autour des petites parcelles, des coursives, des jardins intérieurs. Ils ont eu un prix pour ça. Dans les années 70, arrive aussi la toxicomanie. Des gosses sont morts. C'est l'apparition de la délinquance, les overdoses. Mais le logement social est victime d'idées toutes faites. C'est moche, c'est que des pauvres. Pourtant la ZAC Laplace, Zola, ça a été fait avec un couple d'architectes, c'était rare. Et il y a eu un escalier HLM, un en accession sociale, 2 en copropriété et 1 pour le 1% patronal de Renault dès 1979. La maison des gardes, avec Henri Gaudin, l'architecte. C'est beau. La capacité qu'il a eue de recréer comme une vraie rue Germaine Taillefer. Le souci de la modernité. Le centre-ville à Gentilly, des logements d'artistes sur 3 niveaux. Et le jardin de la paix suivant les tracés de la Bièvre. La cité de l'église, avec les architectes Goldstein. C'est pourtant très serré l'endroit. Mais les gens sont pas du tout les uns sur les autres. Avec des terrasses, une ouverture sur l'ancien Arcueil, c'est très beau. Et la cité paysagère, là aussi c'est ingénieux. Ces appartements, chacun chez soi, avec des vrais patios. Des patios dans les HLM, fallait oser. Justement, ces nouvelles constructions, ces prix d'architecture de l'intérieur, vous qui y vivez, racontez-nous. Delaune, c'est bien comme cité. Il y a plein de verdure, et comme appartement aussi. Puis le grand balcon, j'ai mis plein de plantes. Au sol, j'ai peint des fleurs sur le ciment. J'ai une petite table et 2 chaises, c'est vraiment bien. Au balcon de la cuisine, j'ai mis des plantes, du basilic, je plante les noyaux, il y a un abricotier qui pousse. Je ne crois pas que j'aurai des fruits. C'était novateur quand on l'a fait. Les logements sont pas tous pareils, c'est chouette. C'est une cité chouette. Mon ex-mari a acheté sur plan un F3 à Zola, dans l'escalier C d'accession sociale à la propriété. 20 millions au lieu de 30 millions de francs avec des prêts aidés. C'était tout neuf ici. Je trouvais laid l'immeuble de l'extérieur. Mais les appartements, c'était très bien. Je me suis mariée en 81. On a alors acheté un F4 escalier D en accès normal à la propriété. 14 ans après, on s'est séparés.
J'ai eu un appart dans l'escalier B, dans les HLM. J'avais encore ma fille. Il y a 9 appartements par étage. L'appart, c'est bien réparti. Et puis il y a une loggia, c'est un petit bonheur. Gamine, il y avait une solidarité dans les HBM. Je retrouve ça ici, dans l'escalier B. Il y a un lien, j'ai pas l'impression d'être toute seule. Il y avait moins ça dans l'escalier D. C'est vrai qu'ici, il y a de la misère. Peut-être les gens ont plus besoin de solidarité ici. C'est 4 escaliers différents. Est-ce que c'est ça, la mixité ? Quand je suis arrivée à Delaune, c'était le premier bâtiment de la cité qui était habitable. Le nombre de gens qui se sont arrêtés, qui pensaient que c'était de la copropriété, ils ne pensaient pas que ça pouvait être des HLM. Il y a 40 ans, c'était vraiment un truc formidable. Pour terminer ce premier épisode, voici ce qu'écrit une habitante en 1981 à l'occasion d'un diplôme qu'elle prépare. Le parfait n'existe pas, et à quoi tient-il donc d'y tendre ? Là comme ailleurs, la tradition n'était pas au départ de demander l'avis des habitants, qui sont la justification et le cœur de la ville. Si des élus locaux ont eu l'idée de prévoir en réservant des terrains, si des architectes se sont penchés sur ces questions en spécialistes, une donnée a toujours manqué, on ne demandait pas l'avis aux principaux acteurs de la ville, la délégation devait suffire. Dans l'exemple précis de cette ville de banlieue, on axe aujourd'hui la politique municipale sur l'urbanisme comme moyen et lieu de vie à prévoir, à améliorer. Chaque citoyen est alors appelé à être urbaniste lui-même, à venir dire ce qu'il a à dire, à confronter ses expériences à celles des architectes, des techniciens, mais aussi à celles des ethnologues et des psychologues. De cet enrichissement collectif devrait naître une autre manière de concevoir sa ville. Dessinons la ville dans nos têtes, les architectes nous aideront à la réaliser. Est-ce un rêve, une utopie ou une question culturelle de notre civilisation ?